Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Entre Petite Dessalines et le secteur dit démocratique et populaire, le divorce est consommé. Moïse Jean-Charles désapprouve la signature par ses collègues de l'opposition d'une trêve avec l'exécutif. La commémoration des 9 ans du séisme, c'est ce samedi 12 janvier. Le mémorial à Saint-Christophe est inachevé. Le village Luman-Casimir, orphelin de services sociaux, des personnes handicapées suite au cataclysme, appelle les autorités au secours. Coup de projecteur dans ce journal. La grande famille Métropole est en deuil. Le talentueux musicien, animateur de l'émission Jeudi Rétro sur Radio Métropole, Franz Courtois, est décédé mardi à l'âge de 70 ans. Le musicien, homme de lettres et de radio, Franz Courtois, est décédé mardi à l'âge de 70 ans, des suites de complications survenues après une opération chirurgicale. Guitariste et pianiste, compositeur et chef d'orchestre, il était l'un des pionniers du jazz en Haïti, ayant joué aux côtés de Guy Durosier, Jeannot Montes et Herbie Widmayer. Franz Courtois était également homme de lettres et journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Le Matin et publiait régulièrement des romans. Membre de la grande famille Métropole, Franz Courtois, dit Fanfan, continuait à présenter chaque jeudi soir une émission de musique rétro sur le 100.1. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Fin de l'alliance entre Petite Dessalines et le secteur dit démocratique et populaire. L'ancien sénateur Moïse Jean-Charles dénonce ses collègues de l'opposition qui, selon lui, ont signé un accord de trêve avec l'exécutif. Le leader de Petite Dessalines, qui s'exprimait ce mercredi dans le cadre d'une conférence de presse, se dit déterminé à poursuivre la lutte contre le renvoi de l'actuelle administration et veut s'en tenir au plan initial consistant à placer un membre de la Cour de cassation à la tête du pays. Alchit avec Mounsayo, c'est malédiction ou blaguer sous tête. Al prend avantage l'argent ou bien job dans même Mounsayo, c'est malédiction ou blaguer sous tête. Nous, qui avons un mouvement depuis 28 ans dans le pays, nous ne pouvons pas oser à l'entrée dans le bagage. Son accord politique qui a un premier ministre là-dedans, qui a un représentant pouvoir exécutif, et qui a un sénateur, qui a un homme politique là-dedans. Nous n'avons pas dans la question de la Constitution, respect de la Constitution, nous nous parlons de droit au but, Cour de cassation, nous tout clair. Situation qu'il a, il y a des gens qui pensent à l'aise, confortable, matin jouer balle, ce n'est pas un vrai peuple haïtien. Là, il a fait mouvement ça, c'est paix au paix. Dans l'occasion, ça, nous prenons distance avec toute forme acropolitique. Ensuite, nous ne pouvons pas entrer dans le dialogue avec moun sa yo, parce que par une volonté politique, et moun sa yo tout qui déjà décrié. Nous ne pouvons pas comment nous, Petite Dessalines, nous allons entrer pour parler avec moun sa yo. Nous n'avons pas un ambassade qui défend nous. Nous n'avons pas un secteur économique qui défend nous. Classe moyenne, paysans, ouvriers, toutes couches dans le pays, moun ghetto, journalistes, nous tous, élèves de l'école, universitaire, que nous marrons nous, chômeurs qui sont dans le pays, chauffeurs taxi, marrons nous, nous n'avons pas l'autre choix, que continuer à lever en paix. Si nous ne pas lever en paix, nous avons garanti, c'est tel nous allons manger pendant l'année, ça ne va pas ici. 9 ans après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, le mémorial érigé en hommage aux victimes est toujours inachevé. À moins d'une semaine de la commémoration de ce triste anniversaire, comme à l'accoutumée, des travaux de nettoyage sont en cours au niveau de ce site à Saint-Christophe. Mémorial du 12 janvier 2010 entre coups de balai traditionnels et inachèvement. Un sujet d'éloge Milfort à l'issue d'une visite sur place ce mercredi. Sur le site du mémorial du 12 janvier 2010, le drapeau national peine à flotter. En haut du mât, le bicolore est visiblement déchiré. L'état d'abandon du mémorial saute aux yeux à moins de 3 jours de la commémoration des 9 ans du tremblement de terre.
Sur place, ce mercredi matin, des ouvriers sont à pied d'œuvre. Enduisage de bordures murales, nettoyage des espaces verts, retouche de peinture, le traditionnel coup de balai est en cours. Nous avons seulement pour peinture pour nous finir, mais pas gagner qui cap empêcher de finir d'ici vendredi. C'est vendredi. Et avant samedi. Ouais, même les dragons de nuit, on a fait libre pour nous capables de mettre. Qui compte pour peinture exactement là? Exactement, nous allons faire structure métallique ça là. OK. Donc nous allons du coup là, nous allons spray. C'est pour ça qu'on prend aussi assez de temps. Et bon, disons, ouais, nous avons fait préparation composition de peinture là. Nous allons passer d'alcool là, monter compresseur et puis. Et d'ici demain, ça va finir. Alors que le foreman Odilon Abraham rassure quant à la remise à temps des travaux de peinture, autour de la grande pierre tombale où l'on procède annuellement à l'offrande florale, des maçons profilent des travaux de finition. Bon, le travail ça on a fait là. On a fini? Oui, on a fini parce que j'ai commencé déjà. Cela fait plus de 2 semaines que ce jeune maçon et ses collègues mélangent ciment et sable pour sceller la pierre sur laquelle va se trouver la flamme éternelle et d'autres éléments prévus dans le plan de construction. Nous avons mais c'est avec un ingénieur nous venons travailler là. On a fait finition sur les retouches, nous avons fait là. Ça on a fait, on a supposé finir le 2 mai si Dieu veut. OK. Mais c'est la perspective commémoration 12 janvier. Oui. Le mémorial du 12 janvier 2010, un lieu de mémoire où quelques 250 000 victimes du tremblement de terre reposent dans des fosses communes. 9 ans après la catastrophe, cet édifice, situé dans un lieu isolé à Saint-Christophe, paraît encore inachevé. Quand ce projet grandiose de 16 hectares sera-t-il achevé? En charge du chantier, le ministère de la Culture ne communique pas. Des informations laissent entendre que les ressources financières disponibles ne seraient pas suffisantes. Entre-temps, force est de constater que sur le site du mémorial de Saint-Christophe, certains travaux réalisés se sont déjà détériorés. On pense notamment aux messages placardés sur les murs, dont la lecture est devenue difficile, aux arbres et aux fleurs qui ont souffert du soleil. Et par-dessus tout, cet espace qui se veut un lieu de recueillement est de plus en plus cerné par les bidonvilles. Insalubrité, absence d'eau potable, d'électricité, le village de Numan Casimir est toujours orphelin des services sociaux de base, 9 ans après le séisme du 12 janvier 2010. Construire 3000 unités de logement en faveur des rescapés de la catastrophe, tel était l'objectif de ce vaste projet situé au pied du Morne à Cabri. Exécuté par la firme dominicaine Adom et financé à hauteur de 49 millions de dollars tirés du fonds Petro-Caribé, le village Numan Casimir est livré à lui-même et échappe totalement au contrôle de l'État. À l'approche de la commémoration des 9 ans du tremblement de terre, les occupants du village lancent un cri d'alarme aux autorités afin de redonner vie à cet espace qu'ils considèrent comme une ressource gaspillée. Village Numan Casimir, un projet abandonné 9 ans après le séisme, c'est un reportage de Luxon Saint-Ville. Ça veut dire où est ça? C'est le monde qui est là dans le météo, et pas l'État de météo. Mais dis ça. On a tout fait ça au passé. Depuis 2016, Ralph a pris possession illégalement de l'une des maisonnettes du village. Avec sa mère, ce jeune garçon de 26 ans vit dans cet espace composé de 2 petites pièces, un salon et un espace qui sert de cuisine et de toilette. Auparavant, la maisonnette était inachevée. Nous essayons d'entrer dans le caillou à propos de brimade. Les brimade là comme si et caillou vide pas de gain, comme si pas de fenêtre pas gain même, pas gain même. Qu'on y a nous-mêmes qui pas côté pour nous était nous pas gain nous abri. Nous entrer dans caillou, même que la police vient, la mairie vient, ba nous presque de temps en temps ba nous chalet, y a ceci, y a cela, au fond bail $500. Donc nous était. Le village Numan Casimir est constitué d'habitats individuels et d'édifices à étages comportant 4 appartements chacun. Sur les 3000 qui devaient être construites, seules 1200 unités de logement ont été remises par la firme Adom. Si certaines familles se sont accaparées de plusieurs dizaines d'entre elles, d'autres ont suivi toutes les procédures légales. Georgina en fait partie. Elle habite le village depuis 5 ans. En tout cas, je m'ai inscrit, je réponds avec tous les critères
Dio et puis bénéficier là, me payer caille normalement dans commencement, on a vinn camper yo, il étant donné que bio a vinn camper, qu'on a pas payer encore. Combien de points de payer? 1500 gourdes par mois. 1500 gourdes par mois, le montant que devaient payer les familles pour accéder à ces maisonnettes. Arrivé sur place, un montant de 2500 gourdes a été exigé aux occupants, révèle un ancien employé de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics qui assurait la gestion du village. Le président Matéli t'a fait connaître que nous avons payé à $300. Comprends? Mais pas moi. Mais Bio n'a pas de comprendre ça. Bio a lui-même, optique là, c'était payé le mois $500. Depuis les ça, comprends? Et des blosages viennent péter entre population avec Bio. Et depuis, le bureau de gestion piloté par l'UCLBP s'est retiré. L'État signe son départ dans un village qui a pourtant coûté 49 millions de dollars. Plus de 5 ans après l'inauguration de ce projet phare de relogement post-séisme, les conditions de vie des citoyens ne cessent de se dégrader. Pas de courant. Pour ta dire là ouais, pour ta ville n'a pas de courant. Pas de l'eau. Pas de l'eau ici, pas de courant pas de. Vous me samedi là non. Bon système qui fait en ouais de salaire qu'on a bail mon là. Panneaux solaires qui te qu'on a bail éclairage le soir, yo commencé défectueux parce que batterie yo commencé fini. Après ça, assainissement village, imagine-toi, l'aime te vinn dans village, ou regarder fatra ça pas de gain li. Qu'on y a là soit regarder, c'est s'occuper dans village, on cherche un moyen pour y vivre. Face à cette absence criante de l'État, les citoyens se démènent. Pour faire face à la pénurie d'eau potable, les ouvriers retrouvés sur place tentent de finaliser la construction d'un réservoir qui desservira les habitants de la communauté. Des citoyens qui conséquents qui ouest à cap passer, il y a peu de nous avec quelques bassins, on prend pour si au cours de la nuit, tabac et nous même son beau qui de l'eau n'a joindre parce que pas de tuyau qui mène de l'eau dans le village là. Construction de sous-commissariats, de marchés publics, de dispensaires, de mini-parcs industriels, un ensemble de promesses non tenues 9 ans après le séisme. Le seul espace de loisirs trouvé sur place est un terrain de basketball près de l'école nationale Luman Casimir. Au manque de services, s'ajoute également le phénomène de l'insécurité qui prend graduellement sa place dans ce village. Pas bon même du tout parce que grand pile monde même apprendre que chimie vient habiter dans zone là tout. Zone pas de sécurité du tout pas bon même. Pas fiable pour moi du tout comme ça. Pour certains observateurs, les 49 millions de dollars consacrés à la construction du village Luman Casimir n'ont pas été bien utilisés. Un projet abandonné, une ressource gaspillée regrette les occupants qui gardent encore l'espoir 9 ans après et souhaitent voir le retour de l'État ainsi que des services sociaux de base. Neuf ans après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, les victimes s'en souviennent encore et continuent de lutter pour l'inclusion sociale. Même si les centres de réhabilitation arrivent à fournir une assistance aux personnes amputées, notamment, leur intégration dans la société reste encore un défi. À combien s'élève la population des personnes à mobilité réduite après le séisme? Quel genre de difficultés rencontrent-elles? À moins d'une semaine de la commémoration du cataclysme qui a ravagé le pays, Métropole s'intéresse à ce sujet. Suivez ce reportage de Vanessa Léger d'Aurélien et Elsie Dieulassin. Elle était encore adolescente quand cela s'est produit. Samantha Junipierre n'a pas seulement perdu son père lors du tremblement de terre de janvier 2010. Elle a dû apprendre à vivre sans son bras gauche alors qu'elle n'était pas droitière. Au fur et à mesure, moi grandi, moi fini par faire de handicap là, moi fini par accepter. Si elle est parvenue à surmonter cette déficience, la discrimination au sein de la société demeure une barrière pour elle. Dans la vingtaine aujourd'hui, Samantha est assistante administrative dans une organisation qui œuvre en faveur des femmes à mobilité réduite. Elle ne veut pas parler d'intégration, mais d'inclusion des victimes du tremblement de terre. Inclusion lui-même, c'est système qui vient vers vous-même. Ça veut dire que il y a des structures qui sont disponibles pour, c'est pas vous-même qui prend le gourmet pour est-ce que tu as dit un tel avancé bon chita, un tel bon faut rentrer.
Pour faciliter leur inclusion, le centre de réhabilitation Healing Hands a été créé après le séisme. Jambes ou bras manquants, les techniciens sont en mesure de fabriquer des prothèses répondant aux besoins spécifiques de chaque patient. Ils disposent même d'une imprimante 3D. Donc nous, dans nos structures, on a eu à peu près 7000 cas à peu près. Ils ont été soignés, ils ont reçu une prothèse. Mais nous savons tous que les prothèses, c'est comme une chaussure que j'achète. Au fur et à mesure que je l'utilise, au fur et à mesure, ça va se gâter. Donc nous continuons à recevoir ces gens, non seulement pour réparer les prothèses, mais peut-être pour rénover l'équipement qu'ils ont reçu, qui sont peut-être inadaptés à leur changement de structure. Mais l'amputation n'est pas le seul handicap des victimes du tremblement de terre du 12 janvier. Selon les responsables de l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti, certains sont devenus aveugles ou ont souffert de problèmes mentaux après cette catastrophe. Dénombrer avec exactitude l'effectif des personnes handicapées après le séisme est donc un exercice difficile, d'autant que l'État haïtien n'a jamais vraiment fourni de chiffres officiels. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.